Podcast 9e, de comédiens ratés aux écrivains de l'écrivain. J'en avais marre de passer mes journées à ne rien foutre. Un comédien sans rôle est un comédien sans texte, et sans texte, le comédien n'est rien, ou plus grand-chose, petite chose inutile qui s'expose en prose mais ne cause aucun intérêt. J'étais jeune, je bossais peu. Des figurations pas très convaincantes, des castings télé passés sans succès flagrant, un texte. C'est mon outil de travail. Sans outil, pas de travail. Alors j'ai écrit une pièce de théâtre, puis une deuxième et une troisième. Aucune n'a été montée. La première, c'était un essai. La deuxième, trop compliquée. La troisième était réussie, à mon avis. Mais un autre problème se présentait. J'ai un texte, certes, et je m'y suis réservé un rôle, mais qui pour la monter et la produire? Je n'ai rien d'un meneur ni d'un chef d'orchestre, je ne sais pas gérer des gens sans argent. Le cinéma, je ne faisais que des frimes, mais c'était cette voie qui m'était la plus prometteuse. Seul accès au travail, alors j'ai écrit un premier scénario, pas mal, mais oublié, sauf le titre, des primes sanglantes. J'aime le genre. Qu'espérer d'autre de moi? Puis un deuxième et un autre, des courts-métrages, une série complète, et même des collaborations avec des réals parfois prometteurs, mais aussi beaucoup de jeunes, aux dents bien trop longues. Aucun ne sera réalisé. J'étais face à de nouvelles barrières, résumer, décrire les intentions du projet, etc. J'écris de façon linéaire, je laisse les idées construire une image et un sens. Je ne sais pas résumer, et mon intention est toujours la même. Jouer, jouer, bordel de Dieu, jouer, putain, jouer, seulement jouer. Soyons francs. Je ne suis personne. Mon nom ne vient d'aucune tribu, d'aucune famille dominante. Écrire est une douleur constante. Je n'aime pas écrire. Mes scénarios sont non lus ou très peu lus. Mais alors, par des clochards du métier, des gens comme moi, des génies au porte-monnaie non réapprovisionnés, des artistes qu'on a oublié de révéler. Puis je me suis décidé à tenter l'écriture d'un livre. Sans bac en poche, sans avoir jamais beaucoup lu. Idée prétentieuse, périlleuse. S'il rencontrait le succès, ce bouquin, je pourrais l'adapter moi-même en scénario. J'y négocierais un bon rôle. Premier essai, raté. Mon style n'était pas affiné, il manquait d'affinité. Je supposais que je ne l'avais pas encore trouvé. J'étais obnubilé par de maigres références qui prédominaient à outrance dans le choix, je pense, de mes constructions de phrases. Style péteux, ennuyeux, emprunté et pas du tout adapté à l'époque. Quelques vaines tentatives avortées en quelques pages. Puis j'ai écrit enfin mon premier roman. Sujet putaclic, effet choc. Difficile à assumer. Le temps est passé, cette année. Il fallait que je me sépare d'une centaine de pages, un tiers du contenu pour vraiment le finir, ce roman, y ajouter quelques scènes, en modifier quelques autres, sacrifier des passages, l'assagir, ce texte polémique. Je l'ai laissé mûrir, ce bouquin. C'est temps, c'est long. Ça permet d'oublier un peu. Mais avant de ne le retravailler, j'ai toutefois bien tenté de le transmettre à quelques maisons d'édition, ce livre. Je n'ai reçu aucune réponse, de réponse à temps. J'ai déménagé, contraint, plus moyen de me contacter. Ce n'est qu'à sa conception que j'ai reçu des retours plaisants. Les éditions Camion Noir acclamaient le texte, et l'artiste Jean-Louis Coste m'encensait d'une jolie pensée. Et puis l'oubli, retour à la vie d'artiste, le néant. J'ai lu Céline, Louis-Ferdinand Céline. Quelle claque! Ces trois petits points, quelle invention! Ça remplace les virgules, ça coupe proprement les phrases, ça simplifie tout. J'ai un langage parlé non assumé dans mes écrits. C'était une révélation pour moi. J'ai donc beaucoup lu Céline, et le temps est passé. J'étais imprégné.
7 ans plus tard, je sors mon roman d'un tiroir numérique. Roman que je n'assumais plus. Quel sujet, mon Dieu, que c'est glauque en apparence, mais la présence de poésie et de quelques belles syllabes dans des phrases chantantes servent à mieux digérer sans mal l'abominable écho mis en exergue par l'écrit. Je l'ai corrigé, je l'ai modifié, je l'ai complété, mon roman. Quelques scènes supplémentaires, très peu de corrections en fait. Changer le temps employé, puis je l'ai fait corriger par une amie dans l'éducation nationale. Très peu de fautes, quelle fierté. Moi qui ai raté 2 fois mon bac, moi le parasite social. Je profitais d'une opportunité suite à un jeu concours de femmes actuelles. Il fallait écrire une nouvelle, sujet libre. Je racontais le début de mon prochain bouquin qui commençait sur des problèmes de voisinage, en particulier concernant la chatte anale de mon voisin. J'ai pas gagné, mais j'avais l'opportunité de publier un livre en compte d'auteur sur Book on Demand, de pouvoir être distribué chez des libraires, etc., etc. 2 mois à bosser comme un dingue sur la nouvelle version du roman, adaptée aux normes de BOD, mise en page, etc. Surtout qu'en parallèle, je bossais sur un montage vidéo de Noël, un best-of qui me prenait du temps. Je devais aussi finir la lecture audio d'un roman de Céline, d'un château l'autre, et je venais d'accepter la réalisation d'une saison de podcast. J'avais également accepté de faire du télétravail depuis chez moi, de la hotline. 1000 balles pour 2 semaines de travail, comment refuser? Travailler dans l'urgence, c'est ce qui me motive, c'est un domaine où j'excelle. Bref, je finis tout, sauf les podcasts. Il y a toujours un dommage collatéral. Je le poste, upload, je travaille la couverture, je prépare le texte de la 4e de couverture. J'attends la confirmation. Moins d'1 semaine plus tard, elle me tombe dessus comme un couperet. Nous ne pouvons malheureusement pas donner suite à votre demande de publication, car le manuscrit que vous nous avez soumis va à l'encontre des principes déontologiques de notre entreprise. Dépité, je ne pouvais pas laisser tomber. Je cherche sur Internet, on me conseille Amazon, j'y vais, j'y cours même. Des heures et des nuits pour adapter au nouveau format, s'adapter à leur logiciel. Puis le e-book, le Kindle, toute la mise en page est obstruée par des espaces au milieu des phrases qui n'apparaissent qu'en changeant la taille de la police. Postage sur postage, correction après correction, le livre est enfin sorti. Les ventes, c'est trop tôt pour le savoir. Je crois au miracle, mais je ne m'attends à rien. Sans promotion. Pour le trouver, il faut le chercher sur Amazon. Et pour le chercher, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut en avoir entendu parler. J'ai donc réalisé un trailer audio et vidéo en partenariat avec un autre auteur, une femme que j'apprécie beaucoup, Marissa Rachel. Elle est publiée par JDH Éditions. Écoutez donc. Cœur du monstre. Demain, je reçois mon assassin, mon ami, le pantin ou le complice d'une organisation non gouvernementale dont il est fondateur et président. Une ONG que je considère criminelle, aux pratiques fort douteuses. C'est passé. Je m'en fous maintenant. De l'eau a coulé sous bien des ponts. Mais si même plus un moulin ne m'aime et ne s'anime du courant d'un ruisseau, ancienne rivière, et si même, comme Don Quichotte, j'ai cessé de rêver, désillusionné, il va tout de même falloir régler nos comptes. Ah Léo, tu me plonges, mon ami, une nouvelle fois, dans l'immense mélancolie de mes troublants et douloureux souvenirs. C'est chiant, je voulais tout oublier, tant oublier. L'oublier. Ariane a été condamnée pour pédophilie au Cambodge, d'un acte indécent sur sa fille adoptive Sreya. Léo est le fondateur de l'ONG Enfants Responsables Organisation, Héros, qu'il a envoyé en prison. Ils sont devenus amis et ça fait 11 ans qu'ils ne se sont pas revus. Je me suis donc tapé le reportage, filmé et monté à la hâte, à charge bien sûr, ça va de soi. L'équipe télé suivait les tribulations d'une ONG française, Héros. Une association aux méthodes musclées qui enquête et traque les pédophiles blancs du Cambodge. Léo y avait toute sa place. Ouais, il était présent à l'image tout du long. C'est lui qui a créé Héros, fondateur et président. Il vivait déjà en Inde mais s'est déplacé pour l'occasion. Puis je me suis vu filmer en caméra cachée, micro discret,
La journalope Amélie Pavot m'avait renommé Sreya n'était plus vierge au jour de l'arrestation de Bernard. Écrit comme une enquête, agrémenté de poèmes et d'échanges de mails, ce roman décrit les conditions d'incarcération en France et au Cambodge, la corruption de la police et des magistrats, mais aussi le business de la pédophilie tenue par des ONG. Il relate la vision du délinquant, sa vérité de condamné, de monstre, d'un monstre qui a perdu son cœur, sa fille adoptive. J'ai essayé une nouvelle fois quelques maisons d'édition qui acceptaient de recevoir des manuscrits par mail, histoire de voir. J'ai eu 3 retours. Le premier des éditions Sidney Laurent. Une arnaque, 700 balles à débourser. Ring, ça ressemblait à une lettre type. Nous sommes toutefois dans le regret de vous annoncer qu'il ne pourra pas faire l'objet d'une publication, car il ne peut s'insérer dans aucune de nos collections actuelles. Et puis un coup de fil de Noël, une conversation encourageante. Le directeur littéraire de JDH Éditions. Je suis embêté, vous êtes une belle plume, un grand auteur, et le sujet me touche. Je verrai bien votre roman dans une de nos collections, mais le service juridique me le refuse. Bref, j'aimerais vous éditer, mais sur un autre thème. Il me faudrait au moins une année pour écrire un autre roman. Il peut se passer tant de choses, 1 an c'est long. Tiendrai-je encore le rôle d'écrivain dans 1 an ? Car je ne suis pas un grand auteur, mais un grand acteur dont le talent fut de jouer l'auteur crédible. J'ai joué mon rôle à la perfection, pas édité, certes, mais suffisamment crédible pour écrire et être lu. J'hésite sur le titre de mon prochain roman. Sera-t-il édité, celui-là ? Je pensais pertinent le titre « Parasite social », mais je penche, surtout en ce moment, vers un titre plus sincère. La grande escroquerie de la littérature française.